devenir et qu'ils vont être dangereux. Tu vois, il y a la dangerosité. Avec la pauvreté vient la dangerosité et ça vient aussi. Bon, mais c'est peut-être pas intéressant. Ça fait Non, très. si, au contraire, ben, on va en parler. De toute façon, ça a commencé. On va parler de cette différenciation. Alors, moi, ce que j'avais prévu en tout cas, sur ce sujet en particulier, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un changement. Bon, moi, caméra d'école, mais c'est pas grave, c'est pas moi le plus important. Moi, ça saccade, mais ce qui est important, c'est qu'on voit bien, que vous puissiez voir Ghislaine Duboc. En fait, on disait souvent à une époque, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, un, un- un sans-emploi, on disait un chômeur. Un SDF, on disait un clochard. Ouais, Tu vois, voilà. Donc, en fait, il y a eu ce changement où ça a dédramatisé, c'était sous prétexte, au niveau politique, de redonner une dignité, hein. Un SDF, c'est un sans domicile fixe, mais ça sous-entend aussi qu'il a un domicile, qu'il est juste mouvant, alors que certains n'en ont pas du tout. exactement. Et puis un sans-emploi pour dire bah, il n'a pas d'emploi pour le moment, mais c'est temporaire, et des personnes qui dire chômeur, c'était un peu péjoratif. Donc il y avait tous ces changements-là. Mais en adoucissant les mots, et le verbe est créateur, eh bien c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il y a comme une espèce, on a adouci le drame. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et comme tu dis, effectivement, si au niveau politique, on n'arrête pas de dire qu'un pays qui est en crise est un pays qui risque d'avoir de plus en plus de vols, puisque lorsqu'il n'y a plus d'argent, on vole à l'autre. Et donc, ça crée une insécurité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, d'après Oui, toi? c'est-à-dire que quand il y a moins d'argent et que la misère, et moi je vois, j'étais avec ceux qui s'occupent comme pour l'abbé Pierre, hein, c'est leur association, ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu des gens qui avaient jusque-là un travail, hein, qui marchait bien, enfin qui marchait bien, qui étaient des petites gens qui étaient à 100 euros près, hein, qui sont tombés dans la misère. C'est quelque chose d'étonnant parce que quand on est en haut de l'échelle, on dit 100 euros, c'est rien du tout. Quand on est à 100 euros dans la vie, quand on les enlève en allocation ou autre, eh bien, de pouvoir rester dans un lieu fait qu'on finit dans la rue et que c'est ce qui arrive beaucoup aujourd'hui. Donc, notre façon d'agir fait que nous créons une pauvreté de plus en plus grande. Et quand il y a une pauvreté de plus en plus grande, on ne regarde pas d'où elle vient. On pense que c'est lourd à porter et il y a la peur pour ceux qui sont encore à la limite de tomber aussi à nouveau comme ceux qui se connaissaient qui maintenant sont dans la rue. Donc il y a une peur et ce qui est terrible, c'est que notre conditionnement, c'est pas moi qui le disais, hein, je veux dire que ce soit un Malcolm X ou que ce soit de succès ou autre, on a une façon de nous conditionner qui fait que on va regarder plus pauvre, plus déficient que soi et le montrer du doigt en disant il me prend ce qu'on devrait me donner, plutôt que de regarder que c'est en haut, que les choses sont organisées et où le pauvre aujourd'hui, eh bien, va se battre avec le pauvre. Et, et il fait peur. Ce qui a changé, c'est que la pauvreté a amené compassion et que maintenant la pauvreté amène peur. Ça, c'est un énorme changement. Et même si on est ouvert du cœur ou autre, tant qu'on ne rentre pas sur le terrain, qu'on ne va pas au resto du cœur, qu'on ne voit pas tout ça, tant qu'on n'est pas près de ceux qui sont tombés pour se rendre compte que c'est des gens comme nous, mais qui ont perdu leur place vraiment, eh bien, on a la peur qui est là et qui se développe de plus en plus. Et quand elle se développe, très, très souvent, ensuite, il va y avoir la colère et puis la haine. Et ça, depuis toujours, je veux dire, en 1800, c'était déjà comme ça, hein, quand il y avait le choléra dans Madrid, tout le monde disait il y a des complotistes, il y a des gens qui sont là. En fait, la peur cherchait des boucs émissaires, sauf qu'on les cherche toujours en bas. Et comment on fait quand on a aussi, comment on vit quand on est bien, c'est-à-dire quand on a une situation privilégiée, par exemple comme moi, j'ai une situation privilégiée, je n'ai pas 50 personnes chez moi, hein, c'est pas vrai, je suis pas dans ce cadre-là, j'essaie de partager avec des gens qui font bouger les gens, j'ai changé ma façon de partager mon lieu de vie, mais avec ce que je peux vivre. Mais à ce moment-là, est-ce que comment dire, on va pas me dire, mais peut-être que toi, tu devrais faire plus, parce que chacun fait ce qu'il peut faire.
Euh, Moi, j'ai décidé qu'on faisait un lieu partagé avec des tas d'intervenants. Il y en a d'autres qui vont dans une autre situation partagée, comme j'ai des amis dans les Restos du Cœur ou ailleurs, mais ou des ONG avec qui je travaille beaucoup, que j'essaie de les aider à supporter l'insupportable. Chacun sa place. Mais aujourd'hui, on va commencer à juger, maltraiter euh, le plus petit et juste celui qui est à peine au-dessus. Mais on ne regarde plus en haut. Et on a un conditionnement qui rappelle toutes les époques où la violence des uns face aux autres se développe. Ça, c'est, si on connaît un peu l'histoire, j'ai l'impression qu'on est dans les mêmes schémas. C'est pour ça que à une époque, je disais, mais comment ils ont fait pendant la guerre? Comment ils ont fait les gens pour pas savoir qu'il y avait tous ces trains où les gens mouraient? Mais comment ils ont fait? Hein. Aujourd'hui, on paye la Libye pour qu'elle fasse des camps monstrueux, on enferme les gens sur des îles, on fait des choses horribles et surtout on prépare les esprits à fermer les yeux pour que à la frontière on puisse tuer des millions de gens parce que c'est quand même ça. Et à nouveau, ça va marcher. On fermera les yeux dans l'indifférence. Et bon, moi j'essaie de montrer que si on ouvre les yeux, quelque chose va se passer. Quelque chose qui, c'est pas obligé, soit l'horreur. Parce que quand les gens viennent, ils viennent pour plusieurs raisons. Ils viennent pour la pollution, et c'est nous qui la faisons. Hein. On voit bien que les pays pauvres, ils font trois fois rien. Leur richesse, que nous leur piquons avec les grandes entreprises qui maintiennent des dictateurs au pouvoir. Le sol, qu'on a tellement pollué qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Et après, on s'étonne. Donc, le premier émigré, c'est nous. Tant qu'on ne regarde pas le monde dans sa globalité et le mode de vie qu'on a qui détruit et qui donc amène des âmes errantes puisqu'ils ne peuvent plus s'implanter chez eux, eh bien tant qu'on ne regarde pas le cœur du problème qui est à un niveau où des très très riches, là oui, ça devient difficile parce que on va faire ce qu'on fait depuis toujours. Voilà, c'est ça. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a eu cette histoire à Montréal, mais c'est quelque chose qui me bouleverse à un point qu'on ne peut pas imaginer parce que je me sens honteuse des fois d'être si bien et, euh, et honteuse aussi d'être des fois polluée parce que moi aussi, mon regard a changé sur les personnes qui sont sans ressources ou sur les immigrants. Moi aussi, mon regard a changé. Et il faut aller sur le terrain pour comprendre que là, on s'est fait manipuler. C'est ça qui est très, très important. Et c'est la peur qui crée l'horreur, hein. Faut pas l'oublier, hein. De ce fait, on n'aurait pas la juste pensée, en tout cas de ce qui se prépare. Et c'est vrai que les changements ne sont jamais brusques, en tout cas rarement, mais sont petit à petit, histoire de nous faire avaler la pilule. Hein. Je me souviens des publicités qui passaient, où on voyait à peine dénudé pour un simple déodorant. C'était, on commençait à 20 h, aujourd'hui en plein après-midi, ça passe, mais c'est passé comme une lettre à la poste, hein, comme si de rien n'était. Oui, Donc, on comprend bien qu'il y a une inversion des valeurs. Effectivement, on se dit, il pique des ressources dont j'aurais moi besoin, alors que je travaille. Lui, il n'en a pas besoin puisqu'il ne travaille pas, il a besoin de rien. On en vient presque là. Il y a la perte de dignité de l'autre personne. Il y a même une inversion. Avant, le pouvoir d'achat était tenu par les seniors avant l'euro, puis aujourd'hui, on n'entend plus parler de ce pouvoir d'achat. Il s'est volatilisé, on ne sait pas pourquoi. Divisé pour mieux régner, on voit bien là aussi la stratégie. Et puis surtout, j'aimerais, avec toi, Ghislaine, parler de cette association d'idées que l'on fait. Pauvre égale sale, égale inculte. Donc, si on est pauvre, on est forcément idiot et en plus crasseux. oui, parce qu'on n'a pas su s'en sortir, on n'a pas su s'adapter au monde que nous avons créé. Ce que je vous dis toujours, ce monde qui est sur le monde, hein. On a créé un monde et celui qui n'a pas pu s'adapter, eh bien, il est puni quelque part, hein. Mais le pauvre, ce côté sale, ça c'est la première chose qui est gênant, c'est une chose. Mais aujourd'hui, c'était, comme elle s'appelle, son mari est mort, là, les sociologues Pinson et Chapeau, je ne me souviens plus son nom, Pinson, qui a écrit le... Ah, enfin, elle parle beaucoup parce qu'elle a étudié, ce sont des sociologues qui ont étudié les riches, et à un moment, elle disait les riches font la guerre aux pauvres. Et moi, je ne croyais pas du tout cette histoire. Mais en fait, aujourd'hui, le pauvre est de trop parce que nous associons euh,
la limite de nos richesses, à qui va avoir le droit de rester. Et c'est pour ça que ça crée une peur terrible qui marche très très bien. Parce que plus près on est du seuil de celui qui pourrait être éjecté, plus il faut vraiment qu'on montre que nous, on fait partie, que nous, on a le droit de rester. Et je crois que le problème de fond qu'on aura à travailler en groupe, qu'on aura à travailler dans beaucoup d'endroits, c'est ce qui est en train de germer dans nos têtes, c'est qui aura le droit. Qui aura le droit d'être là? Comme on dit que on va être limité, eh bien, on pense plus à salle, on pense à éliminer. Aujourd'hui, on élimine des gens. Il y a eu 3 millions de morts quand même dans la mer. Hein. C'est pas rien. Hein. Bon, je veux dire, quand vous avez deux postes, un anglais, un français, qui dit au téléphone, ah ben non, c'est pas nous l'autre. Ah ben non, c'est pas nous. Et on a 200 personnes qui coulent avec des enfants et tout. Il faut le faire au téléphone, de dire, ah ben non, c'est pas nous. Ah ben non, c'est pas nous. Bon, on est quand même arrivé à un point où les gens meurent. La Méditerranée, c'est un cimetière aujourd'hui. Donc, on va faire bien plus que ça. Et on fait déjà bien plus que ça. Donc le pauvre devient celui qui est à détruire. C'est pour ça que plus j'ai peur d'être pauvre, plus je vais taper sur le pauvre pour expliquer que c'est lui qui me rend pauvre. C'est assez bizarre. Et c'est cette peur qui fait des violences incroyables. L'être humain, quand il mange, quand il a un toit, quand il a la terre dans laquelle il est né et qu'il s'y sent bien respecté, euh, n'a pas des envies de haine sur le voisin. Il va même, au contraire, aider. La compassion, elle vient quand on est en paix, quand on se sent en sécurité. Mais si moi-même, je me sens en insécurité, alors je dis, j'ai assez à faire avec moi. C'est quelque chose de difficile. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une valeur au-dessus de soi, hein, parce que souvent, ce qui nous fait faire un pas, c'est l'autre. C'est quand on rencontre l'autre dans son humanité que notre humanité se réveille. Et là, on a des barrières psychologiques très, très fortes qui sont implantées. Et même si on croit qu'on les met à distance, il faut vraiment être en conscience parce qu'elles sont très, très fortes. Et ces barrières, eh bien, nous empêcheront bientôt d'aider. Quand on disait les justes, hein, en parlant de ceux qui avaient protégé des juifs ou protégé des enfants handicapés ou protégé des tziganes, hein, parce que tout ça, ou protégé des homosexuels à l'époque, aujourd'hui, on va comprendre combien ces gens étaient courageux. Parce que, avec l'interdiction hein, d'aider un réfugié, l'interdiction de ça, mais la haine qui monte, ça prouve combien ceux qui ont gardé cette force de l'humain en eux, combien ils étaient des héros. Hein. Moi, je revis avec ce qui se passe aujourd'hui notre histoire, mais d'une façon très, très différente, car je croyais du haut de la vie que j'ai eue avec seulement la paix, je croyais comment ils n'ont pas vu, comment ils ont fait ça. Mais bien sûr que j'aurais aidé, mais bien sûr, non. Quand la peur est là, c'est pas aussi facile. Merci Ghislaine pour cette intervention. Je vais rebrancher ma caméra, histoire que tout refonctionne à nouveau, j'espère en tout cas. Voilà, ici, alors, est-ce qu'elle va revenir? Oui, elle est revenue. Très bien. Je redresse un petit peu, parce qu'à chaque fois que je débranche, je dérègle tout. Me voici à nouveau. On va parler justement de peut-être cet aspect préparatoire. Ça marche pas mieux, mais c'est pas grave. Vous m'entendez, c'est le principal. On va parler de la torture psychologique qui est intervenue bien avant tous ces événements de cette crise sanitaire. Alors c'est vrai que on se souvient des premières expériences à grande échelle, comme Love Story. Je ne sais pas si tu te souviens, alors on confinait des personnes, d'accord, dans un endroit clos, avec des ordres totalement débiles et contradictoires. Et puis quelques semblants de relâchement de temps en temps. C'est-à-dire qu'on leur donnait un petit bonbon, une petite friandise, euh, en leur disant, voilà, j'avais droit à un coup de téléphone, à un proche, à dire sans qu'il y ait des demandes, est-ce que je suis célèbre entre-temps à l'extérieur pour ne pas casser en tout cas le rythme de l'émission. Et puis cette voix qui donnait des ordres quand même, ça vous rappelle rien en tout cas par rapport à 2020. C'est comme si c'était une répétition, mais en télé-réalité, qui est en réalité de la téléfiction. Et on s'aperçoit, si on regarde vraiment, regardez les manuels de psychologie, ce sont des tortures qui ont été mises en place pour briser l'individu à la base. C'est tout le schéma, le schéma était là, était donné. On a comme idée, et j'avais lu ça dans un magazine Top Secret il n'y a pas très très longtemps,
on a l'impression que ça se passe euh, dans des souterrains avec des expériences, des personnes que l'on fait dans des bunkers. Et en fait, finalement, ça fausse les résultats parce que finalement, ils sont sous stress. Donc, prendre un échantillon de personnes, on n'a pas vraiment l'exemplarité du comportement. Or, le faire au grand jour, comme ça a été fait le cas avec cette télé-réalité, eh bien, personne ne s'est rendu compte, encore une fois. Et ça a fait accepter à tout le monde que le confinement, finalement, ben, c'était fun. On pouvait faire des rencontres, des choses comme ça, des couples qui se créaient, et c'était bien sympathique. Sauf qu'on l'a vécu en 2020 d'une autre façon. Est-ce que le fait d'avoir cette manipulation, cette inversion des valeurs dont on parle au niveau du pauvre qui fait peur aujourd'hui, qui est un danger, alors que c'est un peu comme si on vous disait, moi je le vois comme ça, hein, Ghislaine, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Ah, mais c'est un donc, peu, il n'y a c'est pas comme si d'erreur, on hein. me, c'est comme si on me disait, c'est comme si on me disait, méfie-toi d'un mort, il peut te blesser. Il bouge plus le mort, hein. C'est un peu Mhm. ça. C'est quand même bizarre. Il y a beaucoup de cultures où on te dit, fais attention aux morts, hein, il peut revenir, il peut Oui, t'envahir, il faut couper avec lui, etc., hein. La peur, on la met même dans l'au-delà, donc c'est un schéma connu. On n'a rien inventé sous le soleil, quoi, hein. C'est savoir manipuler la psychologie d'un individu. Je veux dire, Goebbels, il serait là, il dirait, franchement, vous avez des outils de rêve, mais ça n'a pas changé. On n'a oui, plus c'est vrai, on exact. n'a plus de l'information, de la propagande. Bon, ça va, on commence à dire déjà les homosexuels, il faut les, hein, parce que c'est interdit, hein, dans beaucoup de pays, ça revient comme ça. Les Oui, femmes, l'avortement, ça y est, c'est interdit aussi. Donc bientôt, on va arriver à une politique des mœurs, hein, de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Tout revient, hein, mais c'est le même schéma. Enfin, ce qu'il y a de catastrophique quand on parle, par exemple, des complotistes. Je veux dire, 1834, à l'époque où à Madrid, il y a le choléra, je lis un livre en ce moment qui s'appelle La Bête, et on explique, il y a les carlistes, hein, ça c'est la politique, et puis il y a les complotistes. Il y a plein de systèmes de complotistes. Donc, on rentre dans le même schéma, c'est pareil. Quand quelque chose nous dépasse, eh bien, il y a une organisation qui se fait et qui amène les gens dans comme tu disais, un schéma de stress très important. Et le stress empêche de réfléchir. C'est simple. Et plus ça va, plus avec le stress, j'ai peur tout le monde. Quand on voit le Covid, ce qu'il a amené dans les familles, même aujourd'hui, il y a des ruptures définitives dans les familles. Aujourd'hui, la vision de la pauvreté, ce qu'on vient de parler, fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être extrémistes, comme avec Le Pen ou Zemmour, sachant que Le Pen a toujours été très très riche, il n'y a aucun problème, elle a eu des serviteurs toute sa vie, mais elle parle très bien aux pauvres. C'est la force des riches qui savent manipuler leur personnel. Mais ou Zemmour, hein, qui a fait ce que je disais la dernière fois, ce prof de philo, hein, ça c'est terrible. Donc, dans les familles, il y a des gens qui vont vers cette peur qui est récupérée dans un langage. Si on élimine cela, on va être bien chez nous. C'est le schéma de l'élimination qu'on a trouvé partout dans toutes les religions. On retrouve aussi, on associe à élimination chrétien, parce que je vais éliminer les musulmans, les chrétiens seront entre eux. Donc, c'est un schéma qui revient, mais qui n'est pas nouveau. Si c'était nouveau, je te dirais, mais attends, ouais, il faut étudier ça. Mais non, on l'a déjà fait, on le refait et on va le refaire encore. Sauf que cette fois-ci, c'est pas simplement l'humanité qui est en danger, c'est le monde, la nature, les animaux. C'est au moment où on aurait besoin d'une solidarité, d'une vision humaniste de la Terre, eh bien, c'est au moment où on a ça qu'on rejoue comme si on était toujours dans un monde d'abondance où il va falloir un petit peu rafraîchir les choses et remettre une forme de dictature de la pensée en chacun. Si quand on ne donne pas d'argent à l'école, on sait ce qu'on fait. Quand on ne la donne pas à la justice, on sait qu'on crée celui qui va voler. Parce qu'on voit bien que tous ceux qui sont des cols blancs, ils vont pas en tôle. Hein, Guégan, tout ça, oui. ils prennent Mm. quelques semaines et c'est tout. Balkany, ils prennent rien. Par contre, le Pékin du coin, lui, et surtout en plus s'il est arabe, alors à ce moment-là, lui, il prend double peine. Tant que la justice ne punit pas à haut niveau ce qui se passe et qui fait des misères, hein, eh bien, s'il n'y a pas de justice, ben, il y a automatiquement des hors-la-loi. Puisqu'on dit, puisqu'il n'y a pas de justice, je fais ma justice. Ça va avec là. Donc, l'école, c'est ça. Le soin, c'est pareil. Enfin, je vois, moi, dans les Cévennes, maintenant, on a plus de maternité, 1 heure et demie, 2 heures pour pouvoir aller accoucher. Donc, il faut louer un Airbnb pour pouvoir être près de la maternité. Ça devient un truc de fou, quand même. Ça devient un truc de fou. Donc, on enlève
la sécurité physique avec la santé, on enlève l'ouverture intellectuelle avec l'école et on ne donne pas de justice et ça coûte tellement cher et tout est... Il y a tellement peu de juges qu'on peut y passer 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, on crée le système pour que ce qui permettait de vivre ensemble dans le respect et la dignité, eh bien, ne puisse pas être accessible à une grande majorité des gens. Il faudra de l'argent pour avoir droit à tout ça. Il faudra que j'ai de l'argent, comme ceux qui sont dans les GAFA, hein, qui mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'ordinateur, mais où on leur apprend plein de choses. Hein. Bon, ben là, parce qu'ils sont riches, ils ont droit à l'éveil intellectuel. Mais pour la santé, ça sera pareil. Et pour la justice, c'est la même chose. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir aller en justice. Là, là, on crée des conditions bien connues où la violence peut s'exprimer. Alors, comme la violence s'exprime, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'armée. Et on dit, oh, on ne peut pas les contenir. Alors, c'est qui fait ça? Ben, un jour, c'est celui qui est habillé en bleu, celui qui a les cheveux jaunes ou rouges. On trouve toujours 4 personnes à mettre en prison. Et je veux dire, on pourrait dire que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la connaissance permet de ne pas répéter les mêmes choses? C'est la question. C'est ça, toute Mmh. la question est là. On sait, on connaît le processus, on peut le voir, que ce soit dans n'importe quelle culture, que ce soit les Mayas, que ce soit en Chine, partout, on connaît Et comment ça pourtant on fonctionne. répète, ouais, et On pourtant on répète. répète. Mmh mh. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est où tu veux être. Est-ce que tu veux être celui qui va sauver l'humain en toi? Parce que pour supporter l'insupportable, on se durcit, c'est obligé, on se ferme. On ne peut plus penser à l'autre, on est tellement désespéré. Donc, on ferme, on devient dur et violent. Et là, la question est qu'est-ce que tu pourras vivre? Parce que le seul moyen de rester humain, c'est d'avoir autour de soi du lien et d'être solidaire. Et ça, c'est qu'importe la tempête à traverser si on est plusieurs. Parce que là, la force que l'on a à aider l'autre nous permet de nous dépasser. Pour soi, des fois, on resterait tétanisé. Pour l'autre, on se trouve une force, quand on l'aime, bien sûr, incroyable. Et c'est ça, le grand défi aujourd'hui, c'est comment je vais rester le cœur ouvert avec tout ce qu'on va vivre, comment je vais éviter de m'endurcir et continuer à aider et aimer l'autre. Chacun a sa façon, dans son milieu, dans son cadre, dans ses compétences. Si je suis paysan, je vais prendre des gens qui vont venir travailler avec moi la terre et qui peut-être ne seront là que pour le repas. Et pas plus, parce que je ne peux pas donner plus, mais j'ai fait ma part. C'est chaque fois faire sa part au niveau où on est. C'est le plus important pour sauver cette âme qu'on a en Mmh. nous. Merci pour cette intervention. Alors, tu parlais de cycle, hein, c'est quelque chose de cyclique et c'est vrai que, quelque part, c'est comme si le système n'apprenait pas, répétant les mêmes et sempiternelles erreurs, hein. Ça, on l'a compris. Je pense qu'aujourd'hui, avant, il fallait une génération et c'était «excusable» entre guillemets parce que il y avait, ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère m'avait expliqué ça s'était passé, mais entre temps, ma mère ne l'a pas vécu, ne me l'a pas transmis. C'était très étalé. Aujourd'hui, le temps s'accélère, les temps sont comprimés et en une seule génération, une seule vie, on voit des aberrations multiples se faire au sein d'une même vie dans 80 ans. Ce qu'il fallait avant peut-être 2 siècles pour se faire, se fait en moins de 50 ans, en moins d'un demi-siècle. Là où je veux aller, c'est que l'idée, c'est une pierre 10 coups, je dirais, cette histoire-là. Parce que non seulement on a dédramatisé les choses, non seulement on divise le peuple, non seulement on inverse les valeurs, hein, comme tu dis, avoir peur du pauvre plutôt que de peur de ceux qui sont au-dessus, et se dire que il y a presque une... Alors, je sais que c'est pas un mot que tu affectionnes particulièrement, la spiritualité, mais il est nommé ainsi, donc pour l'instant, c'est peut-être un phénomène de mode qui un jour disparaîtra et on parlera plutôt de sororité, de fraternité, d'autre chose et pas de spiritualité. Pour l'instant, on utilise ce mot qui peut-être un jour sera dénué de sens. Allez savoir. Pour le moment, en 2022, nous parlons de spiritualité. Cette déspiritualisation-là n'est pas aussi arrivée par le fait de dire qu'on se dit que la spiritualité serait l'apanage des idiots désargentés qui, désespérés dans leur situation, attendent, s'en remettent à plus grand que soi, en attendant à de faux dieux un miracle qui ne viendra jamais. Et là,
ceux qui sont en col blanc, comme tu le nommes si bien, se disent: «Ah bah, en fait, c'est l'argent qui a raison. On est dans une autre religion, celle, celle Oui, du pouvoir et on en vient aux catégories et donc au wokisme aussi, où quelque part, il faut tout faire rentrer dans les cases et limite, à la limite, dès qu'on rentre pas dans une case, on n'est pas dans les normes et si on n'est pas dans les normes, on est hors société. Donc il n'y a pas que les pauvres qui sont rejetés, il n'y a que quand on rentre plus dans les cases, si on n'est plus dans la pensée mainstream, on n'est plus dans le coup. Alors, comment trouver sa place aujourd'hui? Est-ce qu'il faut simplement devenir soi et ignorer quelle est la méthodologie? ben, il y a plusieurs choses. D'abord, l'histoire. Quelle que soit une époque qu'on traverse, on écrit une histoire pour la traverser. Et dans cette histoire, on se situe. On voit que dans les périodes justement de transformation comme celle que l'on vit, hein, où on va vers un chaos annoncé, mais on s'y prépare, eh bien, les histoires anciennes reviennent, des fois des histoires nouvelles. Hein. Par exemple, on a l'histoire que si les riches peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de papier, ils n'ont pas de frontières, ils ne payent pas d'impôts, mais on dit il ne faut pas les contrarier parce que sinon, ils ne viendraient plus chez nous. Et ça serait dramatique. Bon, Oui, c'est une histoire, c'est une mmh, histoire. Parce que les économistes, par exemple, quand on voit ce qu'on a fait pour protéger les riches, ils disent ça colle pas, ça n'amène pas ce qu'on prétend avoir en faisant ça et ça. Mais cette histoire permet tout d'un coup de dire ah ben eux, on peut pas les atteindre. Une histoire. Maintenant, prenons dans le quotidien. Qu'est-ce qui ressort actuellement partout? En Inde, partout en Indonésie, partout. Partout où il y avait une ouverture d'esprit, il y a un retour aux religions. Et c'est extraordinaire parce que toutes les religions, quand on regarde les textes, on parle d'amour. Toutes. Et quand on va faire la haine, quand on va détruire l'autre, comme les croisades, à un moment donné, c'était quand même aller tuer des gens, hein, alors qu'il est interdit de tuer. Et dans le monde musulman, même un moustique, il ne faut pas le tuer. Donc on s'imagine. Hein. Donc en fait, on a des religions d'amour qui s'incarnent de haine. Et en fait, elles s'aiment parce que l'autre devient le mal. C'est plus un être humain, c'est le mal. Donc je ne tue pas, j'élimine le mal. Et à ce moment-là, on codifie un peu mieux le comportement journalier. Et on voit que aujourd'hui, quel que soit le pays, eh bien, il y a un retour à la, comment dire, à la Bible, un retour au texte, qui disent comment il faut s'habiller, qui disent comment il faut manger, qui disent comment il faut se tenir, avec qui il faut parler, avec qui il ne faut pas parler. On se rend compte que ceux qui sont les plus violents dans le fait qu'ils disent ah mais moi je suis généreux, je voudrais bien recevoir tout le monde, mais je ne peux pas. Alors évidemment, eh ben, il faut les renvoyer. Alors on dit oui, et ils vont où à votre avis? Parce que là, d'où ils partent, ils sont tués. Alors ils vont où? Je ne sais pas. Donc ce que vous voulez, c'est qu'on les tue. Ah non, 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 non. Moi je suis généreux, je suis chrétien. Mais je vais créer les conditions pour qu'ils crèvent. Parce que c'est quand même ça. C'est-à-dire que plus on est dans un monde qui va se rigidifier dans sa pensée, plus l'autre devenant un ennemi, et on dépasse à ce moment-là l'idée du pauvre, on va aller dans d'autres faciès. Celui qui est, comme je dis, homosexuel va redevenir quelqu'un à éliminer. Donc, au moment où on avait un monde qui s'ouvrait dans diverses possibilités de voir des réalités multiples et qui devait s'accompagner plutôt comme dans un monde de permaculture et pas dans un monde de culture industrielle. Bien, eh bien, nous revenons à la culture industrielle. On refait des champs où on doit tous être pareil, penser pareil. Et je suis contente d'avoir mon âge, hein, parce que je pense que j'aurais peut-être que ça m'arrivera, peut-être que je serai en prison un jour, hein, parce que si on n'adhère pas euh, au texte, eh bien, on devient, comme tu le dis, celui qu'il faut éliminer. Et pourquoi on adhère au texte? Les gens, ils ne sont pas idiots. Mais c'est que la peur a besoin d'un dictateur. C'est-à-dire, si j'ai peur de quelqu'un, je me focalise sur lui et automatiquement, je sais ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Ce qui fait que ça m'empêche de voir une plus grande peur. Parce que si j'ai peur du monde, eh bien, il est l'arbre qui cache la forêt. Et je crois que si j'obéis à la lettre à ce qui est dit, je suis en sécurité. Or, nous vivons ça, la forêt brûle.
Ça fait trop peur parce que tout le monde dit, mais on n'a pas les rênes pour s'en sortir. On ne voit pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a cette peur. Heureusement, il y a plein d'associations et de gens qui ont compris qu'ils pouvaient faire des choses, heureusement. Mais dans la grande majorité, on joue l'impuissance avec une grande peur de ce qui attend. Si je mets quelqu'un ou un texte, que ce soit de Dieu ou ailleurs, que je mette quelqu'un qui dit, si vous faites ça et ça, vous êtes béni et protégé, eh bien, je vais faire ça et ça et je suis béni et protégé. Donc, on a l'outil, hein, souvent dans un couple, quand il y a un des deux qui est dans une situation où il est vraiment dominé et maltraité, on retrouve cette peur du monde qui donne le pouvoir quand il y a un seul à obéir. Et ça, on le met au niveau d'une société. C'est très, comment dire, c'est très humain. L'être humain est gentil, en grande majorité. C'est pour ça que comme il ne peut pas être méchant, eh bien, il va chercher des méchants pour le défendre. Et c'est Alors, pire que tout. alors c'est assez, en fait, déroutant parce que, quelque part, si on regarde l'histoire de France, on se demande comment le peuple français a réussi à un moment donné à tuer la monarchie et à faire fonctionner la guillotine. Or, aujourd'hui, comme on dit, parce que, euh, parce qu'ils sont un et que nous sommes 1000, ça fonctionnait auparavant, en 1700, et aujourd'hui, ça fonctionne plus. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on s'est ramollu du cerveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, si on devait faire venir peut-être nos aïeux, nos ancêtres, que nous diraient-ils si on devait voyager dans le temps? Qu'est-ce qu'ils nous diraient? Ben, ça dépend dans quel temps on irait, hein, parce que le temps n'était pas le même. Hein. Par exemple, moi, je pensais que les serfs, les paysans, ils travaillaient comme des fous. Bon, là, j'ai lu une étude d'un anthropologue, etc., qui explique que on travaille plus qu'à l'époque où ils étaient serfs. Alors là, je me suis dit, tiens, ça, je ne connaissais pas. Mais ouais, il faut voir le regard qu'on porte sur l'histoire. L'histoire est écrite pour que ce qu'on vit aujourd'hui soit cohérent. Or, quand on commence à avoir des historiens ou des paléontologues ou autres qui regardent l'histoire autrement, eh bien, on se rend compte que euh, celui qui écrit les textes, il les écrit pour le présent que l'on vit, pour l'idée d'une société que l'on vit. Ce qu'il y a de commun par rapport à nos ancêtres, c'est que euh, l'idée de liberté individuelle, c'est-à-dire de l'expression différente pour chacun, c'est une idée qui ne va pas avec la verticalité. Dans les civilisations, et il y en a eu, hein, heureusement, mais maintenant on les découvre juste maintenant, hein, parce que jusque-là on ne pouvait pas en parler, mais les civilisations qui étaient horizontales, c'est-à-dire où le 1, hein, c'est-à-dire être au-dessus de 1, la loi du 1, était un danger. Ce qui fait que chaque individu avait droit à sa particularité et à l'exprimer. Et il ne fallait pas que un gagne sur l'ensemble. C'était le souci de tout. Par exemple, si j'avais une compétence, je la partageais. On voit les courses, par exemple, chez les Indiens, enfin chez certaines tribus, celui qui gagne, sa mission pour l'année d'après, c'est d'amener celui qui était derrière lui au même niveau que lui. Donc, on change. Le secret n'existe pas parce qu'au contraire, pour pouvoir faire autre chose, il faut tout transmettre à l'autre pour pouvoir avancer. Donc, on est constamment dans l'idée de la chaîne, dans l'idée de la réalité du monde tel qu'il est construit et dans sa diversité. Ça, c'est une façon, une culture qui a été contre la culture, d'ailleurs, hein, quand on voit ces populations. Nous, on est en vertical. La verticalité se reproduit toujours dans le même schéma. Il y en a un qui a la vision et les autres organisent pour que la vision s'incarne et les autres subissent la vision. C'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, à l'intérieur de soi, on est pareil. Donc, il y a une part de nous qui prend le pouvoir sur tous les possibles. Si je suis quelqu'un de très fort, eh ben, ma partie fragile ne doit plus exister. On ne doit voir dans toutes les situations que moi fort. Je vais la mettre au cachot. Alors que si je suis dans l'horizontalité, tantôt je vais être fragile, tantôt je vais être fort, etc. C'est pour ça qu'on ne traverse pas ces périodes qui vont demander une verticalité de plus. Quand je te dis la vision, dans une situation où on n'arrive pas à avoir de vision, on cherche des visionnaires. Alors plutôt que de prendre des scientifiques de tout horizon, des sociologues en même temps, des économistes en même temps, de pouvoir mélanger
les connaissances, afin d'avoir une vision de permaculture de notre monde, c'est-à-dire une vision de tous les axes. Non, on saucissonne et on met en verticalité. À partir de là, c'est très difficile de pas se répéter parce que on crée le cadre pour que les événements se créent de la même façon. Toutes les civilisations qui sont tombées, c'est un excès de verticalité, tôt ou tard. Et là, bon, on y retourne. Sauf que la vision de ce qui nous attend, comme on a l'impression qu'on ne peut rien y faire, eh bien, on cherche le visionnaire qui nous sortira de là. Ça, et ça, on est prêt à tout pour faire partie du club. Donc, y compris à perdre sa propre souveraineté. oui, oui, parce que la sécurité va passer avant tout. Et c'est là où euh, il y avait une fille iranienne qui disait, mais vous n'avez pas peur de perdre votre vie avec ce que vous faites? Elle disait, oui, mais quand on n'a pas de vie, on ne peut pas la perdre, on n'en a pas. On l'a Donc, déjà perdu. oui, c'est les gens qui ressentent que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer n'est pas une condition viable, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On n'est pas arrivé à faire que tous les animaux soient domestiques. Hmm. Non, c'est vrai. Or, eh ben, c'est pareil pour l'être humain. Il y en a certains qui gardent leur âme sauvage. Et ceux-là, ils préfèrent mourir que de vivre comme un animal domestique. Et ça se comprend, et ça se respecte. Alors, on sait très bien que l'éducation nationale, depuis quelques décennies déjà, ne crée plus de libres penseurs. Ça surprend tout le monde et en même temps, personne par la même occasion. On a l'impression que ce n'est pas forcément voulu à un très haut niveau. C'est un ensemble de choses qui tirant vers le bas, vers l'inculture, quelque part, hein. Moi, je regarde lorsqu'on a fait des recherches pour les derniers combattants, en tout cas 39-45, quand on regarde leur écriture, ce qu'ils étaient capables d'écrire à l'époque à 17 ans et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème, hein. Ils n'avaient pas de smartphone. Mais comment retrouver cette capacité de redevenir libre penseur? Est-ce qu'on en a les moyens soi-même, étant donné qu'on a été formaté par un système qui n'a pas forcément voulu cela, mais j'entends bien. Mais comment sortir de cette matrice et de ce conditionnement? J'ai comme l'impression, Ghislaine, je ne te le cache pas, qu'il est plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Il faut, comment dire, il y a toujours eu des apprentissages, hein. Si on prend la Révolution, par exemple, juste avant la Révolution, on a mené les enfants sur la place publique où on torturait les gens pour les endurcir. C'est pas un problème. Et donc, il y avait cette éducation de insensibiliser. Et les parents étaient très durs, chaque fois, ils tuaient les enfants. C'était quand même un monde où il fallait, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour une grande partie, l'éducation servait à serrer les dents. Hein, et tenir et avancer encore. Après, on est arrivé à un moment beaucoup plus riche où on a partagé les richesses parce que c'est toujours pareil, dès que je mange, dès que je me sens bien, on voit l'Irlande à une époque, hein, avant qu'il y ait la maladie de la pomme de terre, voilà une civilisation qui était pratiquement une civilisation indienne, hein, qui était dans le partage du lien, du théâtre, du chant. Il y avait une langue qui était extraordinaire, l'irlandais, enfin bref, tout ce qu'on a détruit, parce que ça fait peur. Hein. Quelqu'un qui arrive à aimer la vie dans le lien, hein, il a besoin de pas grand-chose sauf des autres. Et c'est une éducation. Donc, chaque fois, on donne une éducation. Au début, l'éducation qu'on a donnée était vraiment pour éveiller les esprits, ce qui était important parce que on est arrivé à mettre des mots plutôt que des coups. C'était quand même pas mal. En plus, on a pu voyager. Hein. C'était pas que la guerre qui permettait de voyager. Il y a eu une ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que, par exemple, on sait qu'il faut 40 minutes hein, pour le cerveau, c'est un maxi, il faudrait 27 pour la concentration, 40 minutes pour pouvoir suivre. Eh bien, on continue à faire des cours d'une heure, ça n'a aucun sens. On sait que les professeurs ne sont pas, on ne les forme pas à faire de la PNL. On est dans un schéma de compétition, c'est-à-dire celui qui recrache le mieux ce qu'on lui dit, il est bien noté, alors que les compétences de chacun ou l'éveil de celui qui ne serait pas d'accord ne sera pas pris. Pourquoi? Parce que des fois, on a 40 élèves. Quand moi, je fais des groupes, je vois très bien la différence si je fais un groupe de 20 que si je fais un groupe de 80. J'enseigne pas du tout la même chose. Donc, quand je dois enseigner à 12 enfants ou à 40 enfants,
Je ne peux pas faire la même chose. C'est pas possible. Donc, on crée les conditions. À nouveau, je retrouve le schéma de l'Indien. Quand les conditions sont réunies, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on ne peut pas éveiller l'esprit à penser. Or, ce qu'on a privilégié, c'est un monde d'information, pas de connaissance, d'information. La connaissance vient avec connaître, naître avec, c'est-à-dire elle demande l'expérience à suivre. Si, par exemple, comme l'a fait cette femme de philo, je dis, OK, on parle des immigrés, on va les voir. Donc, au moins, si tu dis il faut les éliminer, tu les regardes et tu dis c'est cela, c'est des êtres humains, je suis d'accord pour les tuer. Tu dis on les renvoie, alors tu les écoutes. Hein. Ils te disent que quand ils arriveront là-bas, sortis de l'avion, ils sont fusillés. Tu les écoutes et tu acceptes qu'ils montent dans l'avion. Va jusque-là. Va au bout de ton raisonnement. C'est ça la connaissance. Si c'est dans un livre, je vais dire, bon, ben, on n'avait pas le choix d'éliminer des personnes comme Napoléon quand il dit, bon, ben là, je sacrifie cette unité, tu as 200, 500 personnes, ils meurent pour en sauver 400 de l'autre côté. Ça devient un jeu de loi, hein, c'est tout. Donc, l'information, si elle reste au stade de l'information, ne permet pas l'évolution, parce que l'évolution, c'est la connaissance. Sans connaître, naître avec, je renais avec ce que j'apprends. Euh, c'est ça qui est terrible, c'est qu'avant, il y avait une connaissance, parce qu'on était essentiellement agricole, qui était, il y avait des villes, mais surtout la France était paysanne. Donc les enfants avaient conscience de la mort parce qu'ils voyaient avec les animaux, ils avaient conscience du cycle, ils avaient aussi les conscience de comment on fait des réserves, comment on transforme les choses, Il y avait toute une connaissance aussi de vie qui, quelque part, était en miniature l'histoire du monde. Alors que quand je suis que dans les livres, je peux lire ce qui se passe en Chine, en Indonésie, partout, je peux tout lire. Selon l'angle où je le prends, c'est génial. Je vais en Inde, je le prends sur la spiritualité, c'est super. Je le prends sur la femme, c'est des monstres. Ça veut dire, j'y vais. Qu'est-ce que je vis? Quelle est ma connaissance? C'est quand je marche, ce que l'on m'a dit, et que je vais le voir sur le terrain. Et c'est pour ça que des fois, quand je regarde bien que mon territoire, et que j'expérimente dans mon territoire, je sais plus de choses que celui qui a fait des années dans les livres. Certains paysans aujourd'hui, parce qu'ils savent pourquoi telle plante pousse, pourquoi tel animal fait ça, pourquoi aujourd'hui on ne comprend rien aux signes du ciel, parce que d'avant on disait quand c'est rouge il va pleuvoir, ou quand c'est ceci, ça marche plus aujourd'hui. Là, il peut dire, voilà, il y a des changements pour ça, pour ça, pour ça, et il est crédit parce que c'est sa connaissance sur le terrain. Donc, il fait avancer les choses parce que lui, il va essayer de s'adapter, de transformer par rapport à quelque chose de réel sur son territoire. On mange tellement d'informations que on a peu de connaissances. On sait beaucoup de choses et en fait, on sait rien. C'est pour ça qu'il y a tellement d'opinions aujourd'hui, de vérité. Même moi, quelque part, j'ai une opinion, mais j'essaie toujours, quand je parle, d'avoir eu au moins un contact sur le terrain de ce que je dis. Si D'étayer. Hmm. d'avoir rencontré au moins une ou deux personnes qui sont sur le terrain, que je peux me connecter vibratoirement à ce qui se passe. Parce que sinon, c'est du blabla. Quand on parle de l'Ukraine, mais quand on parle à quelqu'un qui a été en Ukraine, qui s'est enfui, on est dans autre chose. Et j'aime beaucoup les artistes pour ça, parce que ils ont aussi cette dimension pour l'exprimer qui touche à l'âme. Le drame ne reste pas à l'état de drame. Il est vu dans sa profondeur. C'est pour ça que j'aime beaucoup rencontrer des artistes quand je veux comprendre ce qui se passe dans un pays. Mais sinon, si on me demande de parler de la mort, je ne peux pas parler de qu'est-ce qu'il y a après. Je peux dire ce que je vis. Je peux dire Sur le moment, oui, oui, voilà. oui. Hmm. Mais ou ce que je vis quand je sors, quand je fais mes expériences. Mais ce sont mes expériences. Et ce n'est que ma réalité. Et si on ose ça, on ne cherche pas des maîtres, on cherche des compagnons. C'est pas la même C'est chose. différent. C'est très différent en effet. Alors, il est vrai que l'apprentissage reste théorique, la pratique, c'est l'expérimentation. Tu remets ça au cœur, hein. Le savoir et la connaissance ne sont pas du tout la même chose. Le savoir, on sait comment fonctionne une voiture. Maintenant, c'est pas parce qu'on connaît son fonctionnement qu'on est mécanicien et qu'on est capable de la réparer, hein. Avoir son permis Ouais. de conduire ne permet que de la piloter, mais pas forcément d'entretenir la mécanique qui va avec. Alors, on parle de déconnexion et d'infobésité, hein. Donc, c'est marrant qu'on ait autant d'informations, qu'on
qu'on souffre de cette infobésité et pour autant d'être autant déconnecté de la réalité parce que, alors tu l'as expliqué aussi je crois dans notre première interview, mais je veux juste qu'on en reparle un petit peu, ce qui a permis de faire passer les vessies pour des lanternes, c'est-à-dire le savoir pour de la connaissance, alors que ce sont deux choses différentes, c'est le fait qu'on est hors sol et la culture de l'écran, qu'il y a trop d'écrans, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur et télévision, tout n'est vécu qu'à travers les écrans et cette déconnexion nous met totalement hors sol et c'est ce qui nous interdit l'expérimentation et de transformer le savoir théorique en connaissances concrètes avec l'adaptation qu'il faut, ou certainement il y a des choses dans la théorie qu'il faut réajuster lorsqu'on vit en réel. Est-ce qu'on peut rappeler cet aspect de culture hors sol et de la culture de l'écran exclusif qui nous déconnecte de la réalité? Ben, hors sol, c'est tout. C'est le végétal qu'on met hors sol, c'est l'animal qu'on met hors sol, et c'est nous, puisqu'on est un animal, qu'on met hors sol. C'est-à-dire, on passe par un corps qui réagit à partir de l'esprit. Je vois un film, j'ai peur, je vais me contracter, alors qu'autour de moi, tout est paisible. Donc, c'est mon esprit qui fait bouger mon corps. Et une part de moi sait quand même que je suis normalement dans un film. Ce qui se passe, c'est que si je commande ma nourriture par l'écran, mes loisirs par l'écran, si je parle à mes amis par l'écran, si je travaille par l'écran, mon cerveau, de plus en plus, va avoir de mal à savoir quand je suis dans la réalité ou quand je suis dans un film. Je peux voir, par exemple, des images d'une guerre d'Ukraine et puis tout de suite après voir un film de guerre. Je ne fais pas de différence. Mon cerveau va être pareil. On va dire, ah mais non, tu vis des choses. Non, je les vis à travers l'écran. Donc, c'est au même endroit avec le même processus. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il y a le sentiment de vivre des choses fortes, des rencontres fortes, alors qu'elles passent dans un endroit où de plus en plus, c'est l'endroit du rêve. Et on prend les rêves pour des réalités. C'est un peu ça qui est terrible. Et il n'y a que quand ça s'incarne qu'on le vit mal. On le voit avec le harcèlement, par exemple, chez les enfants. Hein. Bien sûr qu'à l'école, toujours, il y a eu des enfants qui ont été, on s'est moqué, moi j'ai fait partie d'être celui de qui on se moque. Hein. On m'appelait Pompidou parce que j'avais beaucoup de poils, etc. On se moquait de moi, on m'appelait sorcière. Donc j'étais. Mais il y avait un endroit où on ne pouvait pas, quand j'étais dans la rue, personne ne me connaissait, bon, ça allait bien, mais il y avait aussi des gens qui ne se moquaient pas de moi et qui étaient à côté de moi. Donc, mais avec l'écran, quand on commence à harceler un enfant, eh bien, il a l'impression que où qu'il soit, dans la rue, chez sa tante, n'importe où, tout le monde sait qu'il est comme ça. Et là, il n'a plus d'endroit refuge. Donc, d'une expérience qui est commune à l'école, on n'aime pas celui qui est différent. Et c'est logique parce que à l'école, il faut pouvoir être domestique très vite, s'adapter aux règles très vite. Si on n'a pas l'esprit rapidement conditionné, eh bien, on est une tête de turc. C'est obligé. C'est ce que je disais tout à l'heure avec domestique et sauvage. Donc, ceux qui sont un peu particuliers et qui n'arrivent pas à rentrer dans le moule, eh bien, se retrouvent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ceux qui rentrent dans le moule, ils savent quand même que ça leur a coûté quelque chose. Que de faire l'enfant bien, que d'être ceci, que d'obéir, ça coûte cher. Et donc, celui qui ose être encore dans la différence, eh bien, on lui tape dessus. Parce que c'est une part de soi que normalement, elle doit mourir pour être aimée et acceptée de tous. Donc, il incarne celui-là. Et comment dire, c'est ça le réel. Le réel, c'est ça. Alors que dans l'écran, on va pouvoir croire qu'on fait du mal sans faire de mal. Qu'on touche quelqu'un sans le toucher. Par exemple, sexuellement, les rapports sexuels à travers l'écran, hein, qui font qu'après, quand les gens se rencontrent, ils n'ont plus envie de faire l'amour. Mais c'est parce que là, ben là, on n'a pas de maladie, on n'a pas ceci, nos fantasmes sont là. On rentre dans un monde qui vibre. Parce que les gens jouissent aussi, il n'y a pas de problème. Mais le corps, tout d'un coup, ça devient quelque chose de compliqué, un peu sale, un peu machin, un peu lourd, un peu dur. Bon, voilà, un peu dur encore, ça c'est bien. Mais voilà, c'est vraiment un truc de ce genre. Et là, c'est parce qu'on confond les gens. Avant, quand je vais au travail, je vais dans un lieu, dans un cadre où je vibre différemment.
Et puis, quand je vais à la maison, je vibre autrement, je me détends. Quand je vais au sport, je me détends. Mais si je mets tout sur un écran, eh bien, on est en train de modifier les perceptions. Et, euh, et c'est pour ça que la rencontre du lien réel avec les personnes devient à la fois difficile, mais quand elle est retrouvée, alors les gens ne les arrêtent plus parce qu'ils comprennent que le réel, le contact humain en vrai, celui-là montre un monde complètement différent et que le corps, à ce moment-là, a des connaissances, se transforme et s'éveille. Alors que dans l'autre cas, on devient juste un dieu. On sait juste que ça, si j'appuie, ça fait ça, l'autre je le tue, l'autre je fais ça. On est des dieux, on commande, tu m'apportes ça, tu me donnes ça. C'est cette position de celui qui tient le pouvoir, qui fait que ça donne une situation de sécurité puisque j'impose. Alors que dans le réel, je suis obligée de composer et de partager. C'est très différent. J'ai Merci en répondu tout à cas. cette Oui, question. oui, 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 brillamment d'ailleurs. En tout cas, merci Ghislaine d'avoir voulu de traiter de ce sujet, cette inversion des valeurs et puis cette peur du pauvre qui est totalement anachronique avec l'époque à laquelle on vit, qui est totalement incompréhensible, on dirait presque même. Oui, et n'oublie pas une chose, c'est que le pauvre, lui, dans un regard, comme tu dis, il pouvait voir qu'il était sale, Oui. il pouvait voir de la compassion, ou il pouvait voir que, comment dire, euh, qu'il faisait peut-être un peu peur. Hmm. Mais aujourd'hui, il voit qu'il est à illuminer. Dans combien de regards aujourd'hui, quand on croise une personne, on dit de trop. Le regard qu'on envoie, c'est dégage. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si moi je reçois ce regard, qu'est-ce que ça va me faire? Cette, constamment cette agression sur moi du regard des autres qui me voient comme quelqu'un de trop. Ça, c'est extrêmement douloureux. Euh, on retrouve cette enfance dont je parlais à l'école, où on a l'impression qu'on est de trop parce qu'on est différent. Eh bien là, c'est puissance plus grande. Et quelle est cette jeunesse aussi, à qui on trouve de trop, c'est-à-dire qu'il y a ce désir d'éliminer celui qui prend la place, celui qui n'a plus sa place. Et ça, c'est ça qui crée la violence. La violence, elle vient de notre vibration. Et on s'en rend même pas compte. On dit juste, ah, il y en a de trop. Ah, il y a encore de cela. Ah, c'est ça. Oh, lui, c'est un musulman. Oh, c'est là le truc, je ne la supporte pas. Tout ce qu'on envoie en vibration, c'est dégage, dégage, dégage. Et ben, essayons de le mettre à sa place juste une minute. Juste une minute. Et là, on se rend compte que qu'est-ce que ça développe chez moi quand je ne suis pas simplement celui qui est sale ou celui qui a des problèmes, mais que je deviens celui à abattre. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais tu as raison. L'expérimentation, il n'y a rien qui remplace ça, justement, de se mettre à la place. Et si l'imagination ne fait aucune différence avec la réalité, faites justement marcher l'imagination et Exactement. vous comprendrez à ce moment-là, l'hypnose est basée là-dessus d'ailleurs, hein. Donc, Ouais. réapprendre les véritables valeurs, révisez vos a priori et demandez-vous quelles sont les sources de ces a priori aujourd'hui, qui les a construits, qui vous a dit d'avoir peur de l'autre, puisqu'il y a en fait, c'est irrationnel d'avoir peur de quelqu'un de pauvre qui est démuni et qui ne peut pas vous attaquer, qui n'en a pas les moyens ni surtout la force. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il est déjà brisé lui-même. Pour se reconstruire, ça demande beaucoup d'énergie. Donc pourquoi avoir peur de quelqu'un d'aussi faible, d'aussi affaibli par la vie, d'aussi brisé? Donc c'est ça que je voulais remettre. Et puis merci d'en avoir parlé avec autant de discernement, Ghislaine, et puis surtout, j'espère que ça remettra chez certains les pendules à l'heure. On en a tous besoin, quelque part, d'être recentrés. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tu l'as dit aussi. Il faut juste se mettre à la place de l'autre à un moment donné, histoire de comprendre ce qu'il vit. C'est ça. Tu vas voir, je pense que cette interview-là qu'on vient de faire, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont hurler et qui vont trouver ça horrible ce que j'ai dit, qui vont me dire que voilà, là, tu vas recevoir tout le monde chez toi, etc. Je veux dire, on va rentrer dans Oui. une. Je Mm. pense que c'est pas ce dont je parle forcément d'habitude tout le temps, mais Mm. pourtant, on va dire aussi que quelqu'un qui parle du cœur, il ne devrait pas parler de politique, parce qu'on va parler de politique, on va dire c'est de la politique, alors que c'est juste. Mm.
conditionnement humain auquel on est soumis. Est-ce qu'on veut être des esclaves ou on veut rester des hommes libres? Le prix de la vie, c'est quoi? C'est ça Mmh. la question qu'on va tous avoir à poser. Et souvent, ce qui fait le plus peur, c'est de devenir celui qu'on n'aime pas. Oui, Et exact. c'est quand même vers ça que Oui, beaucoup. oui, oui, c'est un peu le rêve des Chinois qui rêvaient d'avoir notre vie, de niveau de vie européen, et notre cauchemar à nous, c'est de devoir travailler comme eux, hein. C'est aussi c'est cette inversion-là des valeurs, qui questionne encore. Donc merci pour tous ces éclairages, et puis même si ça fait hurler, c'est juste, effectivement, puisqu'il y a la culture à tout prix, du chacun pour soi, et bien là, on vient de faire une émission dans la contre-culture, et c'est pas mal d'en avoir aussi, parce que c'est aussi un contre-pouvoir à la pensée mainstream. Merci à toi, Ghislaine Duboc, d'avoir joué le jeu. On se retrouvera pour d'autres. On va s'entretenir pour d'autres capsules de ce type-là, si ça vous plaît. Dites-le, hein, d'ailleurs, partagez, Oui, likez, et puis abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur... Voilà, j'espère que ça marche. Oui, sur le site web. Donc, éveil-chamanisme.fr, qui est le site de Ghislaine Duboc, sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces actualités, ce qu'elle propose, ses stages en ligne, en présentiel, et ces séminaires, ces conférences et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se rencontrer et voir et faire la connaissance, parce que c'est pour ça que tu proposes aussi en présentiel, au moins on oui, expérimente, on touche, on voit les choses, et au moins c'est du vécu et pas du hors-sol, pas que par écran. C'est bien l'écran, mais aussi c'est bien de tous toucher les et de deux. vivre les choses. Voilà, faut les deux. Faut les deux pour ça. Merci Ghislaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Au revoir.